En mai 2011, la jeunesse espagnole a suivi l'injonction de Stéphane Hessel. Elle s'est indignée. Des dizaines de milliers d'étudiants, de chômeurs, d'actifs et de citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer le manque de démocratie et appeler une vraie démocratie, et une démocratie qui ne placerait pas les intérêts des banquiers et des politiciens avant ceux de la population. Le mouvement s'est baptisé de lui-même Les Indignés, comme le nom du livre de Stéphane Hessel. Il essaime aujourd'hui en Europe et tout récemment jusqu'aux États-Unis à Wall Street. Au même moment, de l'autre côté de la Méditerranée, la jeunesse du monde arabe est entrée en ébullition. Au début de cette année 2011, en Tunisie, en Égypte, en Libye, les révolutions se sont succédées comme des traînées de poudre. Et aujourd'hui, eh bien, dans tous ces pays, tout reste à construire. Et nous allons un petit peu étudier avec nos invités comment ça va être possible. À mon sens, ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se passe dans les pays développés, l'Espagne, les États-Unis, la France, qui sont aussi des pays qui fonctionnent avec un système politique qui est régi par des élections. Il y a quelqu'un autour de cette table qui pourra en dire certainement beaucoup plus que moi sur le sujet. Par rapport à ce qui se passe dans des pays où le régime vient d'en haut, enfin l'autorité vient d'en haut, pointe à la ligne, j'ai un peu de mal à comparer les choses, donc à pouvoir donner une définition qui engloberait le tout. Je ne sais pas le faire. C'est pas la première fois. Quand il y avait dans les années 60 des mouvements en Asie du Sud-Est très profonds qui s'opposaient à l'armée américaine, et puis qu'il y avait en parallèle ou en même temps les événements de 68 en Europe occidentale ou aux États-Unis. Il y a des gens qui ont voulu amalgamer le tout et parler d'un grand mouvement international. Je pense qu'ils étaient dans l'erreur. C'est très difficile de comparer des situations très différentes dans le rapport à la démocratie. Je crois d'ailleurs que les révolutions arabes ne revendiquent pas ce mot d'indigné. L'indignation, les indignés, c'est un mouvement de protestation, d'expression même de l'indignation dans nos démocraties développées, dans nos démocraties occidentales. Et je voudrais attirer tout de suite l'attention sur une des revendications première de ces mouvements, qui est de réclamer ce qu'ils appellent de la démocratie réelle. Et là, je crois qu'on est au cœur de notre débat. Qu'est-ce que la démocratie réelle ? En posant cette revendication, d'une certaine façon, ils remettent en cause les rouages de la démocratie institutionnelle, les principes même de la démocratie représentative. Et donc, ils réclament une démocratie plus directe, associant davantage la participation des citoyens, sans la médiation des rouages de la démocratie représentative. Dans les révolutions arabes de l'hiver, c'était une autre demande. Eux, justement, ce qu'ils veulent, c'est l'instauration de la démocratie représentative, d'une vraie démocratie représentative. Donc, on voit bien là déjà, d'entrée de jeu, qu'on est dans des cas de figure par rapport à ce qu'est la démocratie, complètement différent. Quelle est la juste mesure entre justement cette indignation et le pessimisme résigné ? Je crois que l'indignation n'est pas le seul ressort de l'action. Je pense que, par exemple, pendant la guerre, la résistance était un acte de devoir pour s'opposer contre l'invasion, la violence, la privation de liberté. Ça n'avait rien de commun avec l'indignation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et moi, quand je me suis engagée dans une action active pour le développement, puis pour le microcrédit de façon plus précise, je ne l'ai pas fait par indignation, je l'ai fait d'abord parce que je croyais vraiment que il y aurait un développement des pays émergents grâce à un transfert de capital, un transfert de know-how. Et puis parce que je me suis aperçue qu'en fin de compte, ce qui était efficace, c'était d'agir directement
auprès des gens, de leur donner les moyens de leur propre développement. Et là, ça a été le bonheur. Ça n'avait plus rien de commun avec l'indignation. C'était tout simplement le bonheur de voir les gens en tirer parti et créer une sorte de démocratie économique à la base en donnant à chacun le droit de créer de la richesse. La majeure partie des pays qui ont découvert la démocratie, au moins au XIXe siècle, l'ont fait au lendemain de révolution. Mais la première démocratie du monde moderne, c'est la Grande-Bretagne. Bon, on a tendance à oublier qu'elle aussi, elle a commencé par couper la tête à un de ses rois. Mais la démocratie n'en est pas immédiatement issue. Mais la démocratie est née progressivement en Grande-Bretagne sans révolution. Dans le monde contemporain, l'Espagne a découvert la démocratie finalement sans révolution. Le Chili est revenu à la démocratie sans révolution. La Russie n'a pas eu vraiment de révolution. Vous me direz, ce n'est pas non plus vraiment une démocratie. Mais bon, il y a des situations assez différentes, mais il est clair que dans les pays, et là je pense singulièrement à ce qui s'est passé récemment dans les pays arabes, où existe une dictature forte, qui a véritablement en main les moyens de museler complètement la société, oui, seul un mouvement de très grande ampleur, que l'on est alors parfaitement fondé à appeler révolution, même s'il se fait sans violence majeure, peut instaurer la démocratie. Ce qui s'est passé en Tunisie est à l'évidence une révolution, même si fort heureusement, et tout le monde doit s'en féliciter, elle n'est pas passée par un nombre considérable de morts et n'a pas été suivie par des exécutions de masse. Heureusement, même la révolution se civilise, voyez-vous. C'était bien une révolution. En Libye, le cas est un petit peu différent, car il a fallu un soulèvement populaire plus la force des armes étrangères. Il y a autant de situations que de pays, mais bizarrement, et je pense que tous les démocrates, disons, du XVIIIe ou du XIXe siècle en seraient très surpris, il n'est plus nécessairement indispensable de passer par une révolution pour renouer ou nouer avec la démocratie. Une révolution réussie, justement, c'est pas forcément des têtes qui tombent. C'est peut-être une image un peu romantique qui consistait à penser que la vraie révolution, c'était de couper la tête du roi, du souverain, quel qu'il soit. Moi, il me semble qu'une révolution réussie, c'est une révolution qui vise à transformer la société plus qu'à transformer l'homme. Et si on regarde l'histoire des révolutions qui avaient comme ambition de transformer l'homme, de transformer la patte humaine, on peut penser à la révolution soviétique, on peut penser à la révolution culturelle chinoise, au Khmer Rouge, mais aussi par exemple à la révolution islamique en Iran, généralement ne sont pas des révolutions réussies, en tout cas qui amènent un résultat positif pour la société et les habitants. Parce qu'au fond, il faut se méfier de l'assimilation. Effectivement, la révolution peut conduire à autre chose. Et il y a des gens, et il y a des tas de modèles où, après la révolution, se mettent en place des modèles qui ne sont pas des modèles démocratiques, et qui sont des modèles, au fond, même de contestation du modèle démocratique. La Chine d'aujourd'hui nous parle d'un modèle confucéen qui n'est pas le modèle démocratique, qui est un modèle de relatif bien-être matériel pour une partie de la population, et l'idée qu'on va essayer d'élargir ce cercle. Au fond, une démocratie, c'est quelques éléments très précis, des repères en fait. Il faut un système électif, on s'est entendu là-dessus, malgré les origines athénienne. Le pluralisme, effectivement, de la pensée, de l'expression, le pluralisme des partis, les libertés individuelles et publiques. Si on va dans un sens encore un peu plus anthropologique, c'est certainement le respect des individus, la maîtrise des interactions conflictuelles, ou plus exactement, je dirais, un système dans lequel les interactions culturelles n'aboutissent pas à la négation de l'autre. Voilà ce que je dirais... une démocratie, alors bonne ou mauvaise, je ne sais pas, il y a ces démocraties. Ce qui est important, c'est que lorsque la démocratie existe, il ne faut pas qu'elle soit figée. C'est un système en mouvement, la démocratie, c'est toujours pratiquement un idéal ou un but à atteindre. Et donc c'est quand le mouvement se fige qu'effectivement, il n'y a plus de démocratie. Enfin, on connaît ça depuis l'Antiquité, l'Anaxiclosis ou Montesquieu, enfin les principes qui corrompent les systèmes. Je dirais que donc, lorsque par exemple, dans un système, il n'y a plus de circulation d'élite, lorsque dans un système, il n'y a plus de circulation des gouvernants, etc., effectivement, la démocratie est en danger. Il y a plusieurs étapes dans la démocratie. Pour dire les choses simplement, selon moi, dans un système, quel qu'il soit, où l'on renonce à utiliser la violence comme un moyen légitime d'exercice du pouvoir, on est déjà en démocratie. Une démocratie qui n'est pas encore expérimentée, qui n'est pas encore même organisée, mais déjà
le pas démocratique a été franchi. D'ores et déjà, la Tunisie aujourd'hui est une démocratie. Dieu sait qu'elle a besoin de s'organiser. Dieu sait que tout n'y fonctionne pas comme ça devra fonctionner un jour. Mais à l'instant où la violence a cessé d'être un instrument légitime d'attribution et d'exercice du pouvoir, on est déjà une démocratie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les Français appréhendent leur démocratie. Nous avons demandé aux Français, justement, pour les rencontres capitales, quelle était leur perception de la démocratie en France. Alors, la question était, diriez-vous que depuis une dizaine d'années, la démocratie en France progresse, régresse ou n'a pas changé? Donc, je vous invite à regarder le sondage. Vous voyez que pour 60% des Français, elle régresse. Pour 31% des Français, elle n'a pas changé. Et pour 8% des Français, elle progresse. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on regarde sur la longue série cette question posée et demandée aux Français régulièrement, on a à peu près une moitié de Français qui dit toujours que, selon eux, la démocratie fonctionne bien et l'autre moitié que la démocratie ne fonctionne pas bien. Ce qu'il y a derrière cette question, c'est la mesure finalement d'un pessimisme très fort, en tout cas, qui s'exprime. Il faut savoir par ailleurs, par exemple dans le baromètre de confiance politique du Cevipof, quand on mesure le degré de pessimisme des Français et de confiance à l'égard de la classe politique, eh bien on a 2/3 de Français aujourd'hui qui ne font confiance ni à la droite ni à la gauche pour gouverner, primaire ou pas d'ailleurs, et on est à seulement quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc je pense que cette importance finalement du sentiment de la régression, d'une régression de la démocratie dans notre pays cache surtout, ou traduit surtout, une défiance très importante des Français vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des institutions politiques et vis-à-vis aussi des camps politiques, quels qu'ils soient, la gauche comme la droite. Donc pour moi, ce sondage marque clairement la défiance, effectivement, à l'égard du politique. Et au-delà de ça, je voudrais revenir un peu sur les propos de M. Gesmar sur le fait que dans l'action, il n'avait pas eu le temps de s'indigner. Mais aujourd'hui, le mouvement des indignés, que ce soit ceux du 15 mai en Espagne, le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, c'est une forme d'action en soi. C'est prendre la place publique pour ramener la démocratie et le débat citoyen politique au cœur du mouvement citoyen et pas seulement au niveau de la représentation nationale ou de la politique politicienne. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Je ne suis pas certain qu'on avait raison. Et quand je dis ça, c'est une litote. Et ça peut anticiper votre réponse. Pour moi, on a cru ça, on y a adhéré très profondément. Et je dis on parce que je n'étais pas tout seul là-dedans. L'élection piège à con, ça vous dit quelque chose peut-être, parce que vous êtes plus jeune. Enfin, c'était un peu ça qu'on avait en tête, et un peu ce que vous dites. Puis finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et peut-être heureusement. Dans notre pays, en France aujourd'hui, on a 1 Français sur 2 qui dit qu'il est prêt à descendre dans la rue pour défendre ses idées. Donc il y a un potentiel protestataire extrêmement élevé, affirmé. Il y a des mobilisations collectives, il y a des manifestations. Par ailleurs, comme vous le savez, il y a un rapport au vote, même qui est de plus en plus intermittent de la part des Français, un usage de l'abstention de plus en plus marqué. Toutes les dernières élections se sont soldées par des records d'abstention. Donc il me semble que l'on voit là émerger un nouveau type de citoyenneté dans nos démocraties, une citoyenneté qui articule, combine, fait usage de façon circonstanciée, en fonction des situations, en fonction des enjeux politiques, en fonction de la conjoncture, de la manifestation, de l'abstention, où il y a une part d'abstention de plus en plus critique, de plus en plus une abstention de sanctions qui s'exprime, et puis le vote aussi, qui est un moyen, en tout cas pour une grande majorité de Français toujours, d'avoir une action politique efficace.